Cette année, les voitures ont changé, ce qui frappe c'est forcément l'aérodynamisme, mais les roues ont aussi changé en profondeur. On s'est débarrassé des vieillissantes jantes de 13 pouces pour passer à du 18 pouces et ce que l'on appelle les pneus taille basse. Au-delà de l'aspect visuel de ces nouveaux pneus, cela induit pas mal de changements de caractéristiques et forcément ça va influer sur les stratégies de pneus en course et le pilotage. Du coup aujourd'hui, on voit ensemble les changements des pneus Pirelli pour cette année 2022. Outre le fait de faire la course et de produire un beau spectacle, la F1 se veut d'innover en matière d'automobile. Ça a été plus ou moins difficile selon les époques de voir ce que les machines de Formule 1 pouvaient transmettre à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais la volonté est généralement présente. Et les pneus avec des jantes de 13 pouces, sur nos routes, c'est devenu plutôt rare entre guillemets. Cela correspond généralement à des petites voitures. Passer à du 18 pouces est donc une question de développer un pneu dont on pourra plus facilement, on va dire, transférer la technologie du circuit, de la piste, à la route. L'objectif est évidemment aussi aligné, avec cette nouvelle réglementation de faire un pneu qui permet d'avoir plus d'action en piste à travers plus de combats rapprochés comme on a eu cette année. Et puis surtout, même si on est très habitué à nos bons gros pneus, les 18 pouces font quand même un petit peu plus moderne esthétiquement parlant. Bon alors les jantes de 13 pouces ont un diamètre de 33 cm, soit une grosse pizza. Les jantes de 18 pouces font 45,7 cm, soit une pizza familiale on va dire. Par-dessus ces jantes, on va rajouter un pneu histoire de pouvoir quand même rouler. Le diamètre du pneu sur une jante de 13 pouces fait 67 cm et sur une jante de 18 pouces, 72. On se retrouve donc avec un pneu un petit peu plus gros, de 5 cm. Le flanc du pneu, la hauteur entre la jante et la surface du pneu est devenue plus petite. Sur les jantes de 13 pouces, on avait un flanc très haut qui faisait 17 cm, parfait pour marquer en gros Pirelli et mettre la couleur du composé du pneu par exemple. Désormais avec ces jantes de 18 pouces, on a un pneu avec un flanc moins haut. On dit que c'est un profil taille basse. Et visuellement, c'est un pneu moins impactant pour voir la couleur du composé de pneu qu'utilise le pilote, surtout sur des couleurs un petit peu plus sombres comme le rouge pour les softs par exemple. Donc Pirelli a dû redessiner le pneu, sa structure, son profil, mais avec ça, et c'est logique, ils ont aussi revu la composition de la gomme en elle-même, car oui, des pneus avec un profil taille basse par rapport à des pneus épais, entre guillemets, sur des jantes en 13 pouces, peu importe, même si on prend le même mélange de gomme chimique, on va dire, elle va se comporter différemment. Alors un pneu, c'est élastique, ça se déforme et particulièrement sous de fortes températures. Et si vous avez vu quelques images au ralenti l'année dernière, on pouvait même voir les pneus gigoter de gauche à droite, latéralement, sur la jante parfaitement fixe. Et on voyait à haute vitesse les pneus littéralement se faire écraser par la charge supportée de l'appui aérodynamique généré par la voiture. On avait un flanc assez haut qui permettait finalement aux pneus d'absorber beaucoup les différentes aspérités de la piste ou les vibreurs par exemple. Par ces déformations, le pneu jouait en quelque sorte un rôle de suspension, qu'il fallait prendre d'ailleurs en compte lors de la conception de la voiture et la conception des suspensions. Avec un flanc avec une hauteur plus petite qui par sa structure diffère et du coup plus rigide, on réduit fortement cette déformation et donc on réduit fortement la capacité du pneu à absorber les aspérités de la piste et les vibreurs. Là aussi, il faut prendre en compte que le pneu fera moins le boulot d'absorber ces forces verticales. Structurellement, le pneu de 2022 est donc plus rigide, se déforme moins. Et en 2021, on pouvait avoir cette impression d'un pneu comparable à un marshmallow si vous préférez. Aujourd'hui, c'est plutôt un bout de bois. Bon, alors j'exagère un petit peu, mais c'est pour l'exemple. Un pneu plus rigide, par sa structure, donne plus de précision et de réactivité dans la direction. On a donc aussi une grosse traction sur les pneus arrière qui peut se réduire évidemment avec le faible appui aéro que l'on a en sortie de virage lent par exemple. Et par ce même manque d'appui à faible vitesse, les voitures vont avoir une tendance un peu naturelle à avoir du sous-virage en entrée de virage. Pour les virages rapides, ça change pas spécialement de l'année dernière, les F1 génèrent toujours beaucoup d'appui aérodynamique à grande vitesse et les pneus fonctionnent donc entre guillemets normalement. On n'a pas spécialement un survirage ou un sous-virage dû aux pneus, la voiture est plaquée au sol donc forcément ça aide. Alors si on a un pneu qui par sa structure est plus rigide, que la gomme bouge moins sur elle-même, forcément ça peut moins vite chauffer. Tout dépend évidemment du mélange chimique pour faire la gomme en elle-même et la structure qui, si on se débrouille bien évidemment, on peut la faire chauffer plus vite que la normale évidemment. Alors on peut coupler aussi ce temps de chauffe un petit peu plus long des pneus au fait que cette année, la FIA oblige les équipes à moins chauffer les pneus avec les couvertures chauffantes. L'année dernière, on chauffait les pneus avant à 100 degrés, donc parfaitement prêt à l'emploi en sortie des stands. On était donc directement sur la fenêtre de température d'exploitation maximale du pneu.
donc on avait tout le grip de disponible à ce moment-là. Et du coup, à l'arrière, on chauffait à 80 degrés, donc fallait encore un petit peu bosser sur quelques virages en sortie des stands, histoire de finir la montée en température. Fallait juste lui donner un petit coup de micro-ondes aux pneus, quoi, grosso modo, quoi. Alors cette année, c'est un sacré challenge, car les couvertures chauffantes ne vont pas au-delà de 70 degrés à l'avant et à l'arrière. Il va falloir donc plutôt, on va dire, un demi-tour, voire un tour entier pour bien faire chauffer la gomme et se rendre dans la fenêtre de température d'exploitation du pneu. Et dépendamment du type de gomme que vous avez chaussé, hard, medium, soft, bah ça va mettre plus ou moins de temps évidemment. On a vu par exemple Lewis Hamilton glisser comme s'il était sur de la glace en sortie des stands à Bahreïn avec le pneu le plus dur de la gamme, le C1. C'est un cas un petit peu extrême, les autres types de pneus ne devraient pas faire autant glisser que ça, mais pendant votre tour de sortie des stands, vous ne serez pas au mieux de votre performance, le temps que votre gomme chauffe et se mette à la bonne température pour avoir le maximum d'adhérence. Concrètement, Pirelli, et on leur crache dessus un petit peu à tort, leur job, c'est faire des pneus de merde. Bah oui, n'importe quel manufacturier de pneus, Pirelli y compris, serait capable de concevoir à la fois des pneus hyper performants, qui s'usent peu et dont on contrôle facilement la fenêtre de température pour la meilleure adhérence. Sauf que, si on fait ça, on fait aucun arrêt au stand, on n'a donc aucune stratégie, et potentiellement, si aucun pilote ne fait d'erreur ou n'a de problème, on n'a quasiment aucun dépassement sur le papier. Alors la F1 a tenté ce pari de faire des courses sans changer de pneus. C'était en 2005 et c'est à ce jour l'une des pires saisons en termes de nombre de dépassements et pourtant les pilotes devaient repasser par les stands pour remettre du carburant dans la voiture. Il y avait donc un petit peu de stratégie. Alors comme aujourd'hui on ne fait plus de ravitaillement en essence puisque l'on part avec le plein pour la course, pour faire arrêter les pilotes, il faut donc les obliger à changer de pneus. Du coup, faut faire des pneus qui s'usent vite et même très vite. Mais autre problème, que ce soit pour le pilote ou pour nous, ça fait quand même tâche de voir qu'on dépense des centaines de millions d'euros pour concevoir des voitures parmi les plus performantes du monde, tout ça pour au final rouler doucement à 10 secondes des temps parce que on veut pas user la gomme. De ce que l'on a vu les années précédentes, on avait des pneus qui se dégradaient continuellement au fur et à mesure des tours finalement. Donc la stratégie de rouler moins fort et d'éviter de faire un arrêt de plus et de gérer ses pneus était la meilleure, plutôt que d'attaquer comme un dingue et de faire un arrêt supplémentaire. Bon alors malgré cela, on a vu exactement ce que l'on voulait voir en 2021, une stratégie où rester en piste en gérant ses pneus est quasi aussi performante qu'une stratégie où on repasse par les stands pour attaquer et tenter de dépasser dans les derniers tours. Je pense notamment à Barcelone ou au Paul Ricard en 2021, où la gagne s'est jouée sur ce genre de scénario dans les tout derniers tours. Alors avouez-le, le casse-tête est de taille, car il faut des pneus qui permettent aux pilotes d'attaquer comme des dingues, mais qui se dégradent suffisamment vite pour les faire passer au stand et avoir différentes stratégies, mais qu'ils se dégradent pas trop vite, sinon ils vont rouler doucement, car c'est celui qui passera le moins de temps au stand qui va gagner la course. Alors pour 2022, il a été demandé à Pirelli par les instances de la F1, oui c'est eux qui demandent, de faire un pneu qui permettait de plus attaquer. Et tant mieux, car avec Bahreïn, on a vu que les voitures étaient suffisamment proches les unes des autres pour se menacer stratégiquement, et en plus, on peut prendre en compte le fait d'avoir au moins un tour difficile en sortie des stands, ce qui rajoute de la difficulté pour le pilote et de l'incertitude sur l'undercut et l'overcut. Et on va pouvoir commencer à remercier la nouvelle réglementation, car même si on n'a pas explosé le nombre de dépassements, la menace de se faire dépasser ou d'être sous la pression est plus grande cette année. Les pilotes qui sont derrière un concurrent peuvent attaquer plus sans trop surchauffer la gomme. Le fait qu'il y ait moins de dirty air fait que pour se mettre un petit peu à l'abri, il faut attaquer un petit peu plus pour paumer son poursuivant. Et c'est sans compter que Pirelli, après Bahreïn, qui a été un vrai premier test de performance en conditions réelles, s'est rendu compte qu'il y avait une différence tout de même d'1 seconde entre les hard et les médiums, et de 1,2 secondes entre les médiums et les softs. Donc le coup de rouler un petit peu moins vite mais de faire un arrêt de moins n'a pas fonctionné pour le moment, car les écarts sont un petit peu trop resserrés pour cette stratégie, que les attaques en piste sont plus dangereuses et que la différence de performance entre les composés de pneus est assez importante. Je termine sur un principe qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsque l'on regarde une course et qui a été parfaitement incarné par Red Bull. Ce que vous faites subir à vos pneus en début de relais, vous le subirez en fin de course. Alors à Bahreïn, frustrant pour Verstappen, mais s'il attaquait pour passer Leclerc en début de relais, il se rendait lui-même potentiellement vulnérable en fin de relais. Et comme les attaques sont plus faciles, je dis bien les attaques, pas les dépassements, c'est gagner une position pour être à poil au moment de devoir défendre en fin de course. Alors il y a toujours une bonne part de management de pneus par le pilote, qui est aussi une variable intéressante et qui aujourd'hui peut plus facilement peut-être se sentir en regardant un Grand Prix. Du moins, c'est ce que l'on risque de voir.
j'espère. Pirelli travaille toujours sur le développement de leurs pneus, ils vont continuer d'améliorer leurs produits en récoltant des données et de l'expérience après chaque Grand Prix, et les équipes vont apprendre aussi au fur et à mesure comment on va dire extraire la meilleure stratégie et la meilleure manière de faire fonctionner les pneus au fur et à mesure de la saison. Alors du coup, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus en fin de saison ou pour l'année prochaine. Celui qui comprendra parfaitement comment faire fonctionner ses pneus aura donc un véritable avantage, car il saura exactement de quoi sa voiture est capable ou non, et adapter son pilotage et puis la manière dont il fait la course en fonction de la situation. On va donc attendre encore quelques grands prix pour se faire un véritable avis, on va dire, sur les pneus Pirelli de cette année. Jeddah et la Safety Car nous ont un petit peu empêchés d'avoir une bataille stratégique, donc on va attendre un peu. Mais on a vu un Verstappen savoir prendre soin de ses pneus en prévision de la fin de course, et le fait que la Red Bull avait peut-être un petit peu moins d'appui par rapport à la Ferrari a peut-être joué sur le fait de réussir à faire chauffer la gomme plus vite à la relance de la Virtual Safety Car. Alors en Australie, Pirelli va sauter un composé de pneus pour le week-end. On utilisera le pneu le plus tendre pour le week-end, le C5, mais au lieu de prendre le C4 et le C3 derrière, on va prendre le C3 et le C2. Le risque, c'est de voir qu'un des composés ne sera pas utilisé car soit trop peu performant pour le pneu le plus dur, soit trop de dégradation pour le pneu le plus tendre. Le circuit a quand même pas mal changé, il est plus rapide qu'avant et la piste a été resurfacée. Donc la dégradation devrait pas être trop importante, tout comme la chauffe des pneus pourrait être un petit peu plus difficile qu'une piste très abrasive comme Bahreïn. On verra bien ce que ça donnera.